Donc, pour vous introduire ce webinaire et notamment nos invités qui vont témoigner, donc nous avons 3, 4, 5 invités. Donc d'abord, je me présente, je suis Vincent Civital, directeur adjoint au projet industrie chez Nextmove. Ensuite, nous aurons Pierre Courant, qui est directeur commercial et marketing de chez GPA Auto, qui va vous montrer ce que c'est que la déconstruction de véhicules, ce qu'on appelait avant la casse auto, mais vous allez voir, c'est une véritable usine, c'est industrialisé, vous avez des gammes, et puis je crois qu'il y a le démantèlement minuté de 100 véhicules jour, donc on est réellement sur une production inversée. Vous avez vraiment une chaîne. Ensuite, on aura deux interventions au sujet du reconditionnement de pièces, du remanufacturing de pièces, qui seront présentées par Jean-François Niort pour le groupe Niort et puis Gaël Maillard pour le groupe SPMI avec notamment SEDEX et SESIC. Ensuite, nous aurons Todd Campo qui est à Détroit actuellement et qui nous présentera le marché de la pièce détachée du reconditionnement et ses perspectives d'évolution. Donc cette partie avec Todd sera en anglais, donc on va switcher en anglais, c'est le cas de le dire, pendant cette période-là, et également poser vos questions en anglais dans le chat, ou même en français, je les traduirai. Et puis en dernier lieu, nous aurons Geoffroy Martin, qui est le directeur mobilité de la BU Mobilité au sein de Nextmove, qui va vous donner une actualité sur les appels à projets, et notamment toutes les opportunités. Donc je laisse la parole à Pierre. Pierre, je vous laisse prendre la main pour présenter le groupe GPA et votre activité. Et puis nous verrons une vidéo en fin de présentation. Merci Pierre. Merci Vincent. Pierre Courant, je suis directeur commercial et marketing de GPA, comme l'a expliqué Vincent, et je vais vous présenter l'entreprise GPA en quelques slides suivis d'une vidéo de quelques minutes. Plus qu'une présentation d'entreprise, en fait, ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une famille, la famille qui a créé ce qui est aujourd'hui le groupe GPA. Il y aura 4 parties dans ma présentation de l'entreprise. Je vais vous parler de la pièce issue de l'économie circulaire, ce qu'on appelle la PIEC. Ensuite, je vous parlerai de la qualité du service GPA et puis des valeurs de GPA. L'histoire du groupe a commencé en 62, mais en fait, les ascendants de la famille déjà étaient des chiffonniers, ce qu'on appelait à l'époque familièrement des biffins. C'était des gens qui tout simplement ramassaient des peaux de lapin, et ensuite des chiffons. Alors, je me suis renseigné, les peaux de lapin, elles étaient utilisées dans l'industrie du chapeau en feutre, mais je ne suis pas venu vous parler de chapeau, mais de pièces détachées. Et donc, vous voyez les dates clés de l'histoire de cette famille et de ce groupe sur l'écran. La dernière date, c'est 2020. C'est une date clé puisque c'est l'année de création d'un bâtiment de 17 000 m², dont je vais vous expliquer le fonctionnement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que GPA, au cours des 50 dernières années, s'est appelé de différentes manières et ces appellations, je pense, expliquent bien ce qu'a été l'évolution de ce métier au cours des dernières années. On s'est appelé successivement casse-auto, ensuite démolisseur, déconstructeur, et aujourd'hui, le groupe GPA est un recycleur d'automobiles, et retenez ce chiffre de 99,7% de taux de recyclage, ce qui est un taux à comparer dans d'autres industries qui est très très élevé. Le groupe est organisé aujourd'hui sur 4 pôles d'activité différents. Le premier, c'est un pôle de transport, puisque nous allons chercher des véhicules aux 4 coins de l'Hexagone, avec une flotte de 20 transporteurs. Ensuite, le deuxième pôle est un pôle de négoce de véhicules, puisqu'en fait, une partie des véhicules qui sont accidentés sont revendus à des professionnels pour être réparés. Ensuite, le troisième pôle est un pôle de production. En fait, on considère qu'on produit de la pièce d'occasion, et la dernière partie consiste à distribuer ces pièces.
Vous avez ici les chiffres clés du groupe. Un chiffre d'affaires en 2020 de 37 millions d'euros avec 200 personnes et également un chiffre qui est absolument clé et qui synthétise bien la volumétrie dont on parle. Nous traitons 24 000 véhicules par an. En termes de distribution de pièces, nous distribuons de la pièce d'occasion, mais pas que. Également, nous distribuons de la pièce dite échange standard. C'est donc de la pièce qui est rénovée par nos collègues partenaires rénovateurs. Et nous distribuons également de la pièce neuve en complément des pièces d'occasion, notamment dans le cadre d'extension de garantie. Vous avez ici une idée notamment de la progression. Donc, vous voyez qu'au cours des dernières années, le chiffre a été multiplié, le chiffre pièce a été multiplié par 3 en 10 ans. Donc aujourd'hui, on dépasse les 10 millions d'euros avec des clients qui sont majoritairement des professionnels, garagistes, carrossiers, concessionnaires, pour à peu près 72%, et les 28% restants étant une clientèle de particuliers. Environ la moitié de notre chiffre aujourd'hui est fait sur le web, et nous avons également récemment ouvert un drive qui est un vrai succès pour la clientèle de proximité proche de Livron. Nous sommes situés à Livron, dans la Drôme. Le prix d'une pièce de réemploi, et c'est un point évidemment important, à qualité équivalente, notez que suivant les familles, nous sommes environ à 50 et jusqu'à 90% moins cher qu'une pièce neuve. En ce qui concerne les pièces neuves que nous proposons, elles sont issues des équipementiers premium, avec qui nous sommes en contact via la centrale TEMOT dont nous sommes partis depuis, nous sommes membres depuis de nombreuses années. Ensuite, vous avez ici à l'écran, et vous le verrez sur la vidéo en fonctionnement, la photo du site industriel dont je vous ai parlé, donc 17 000 m², et il faut l'imaginer et le concevoir comme une chaîne de montage à l'envers. C'est-à-dire, vous avez tous vu des chaînes d'assemblage de constructeurs. Ici, on fait exactement le même travail, mais à l'envers. Dans ce bâtiment qui a 3 fonctions, une fonction de production, une fonction de stockage, une fonction d'expédition. On peut y traiter jusqu'à 210 véhicules par jour en capacité maximale. On est aujourd'hui sur un traitement en moyenne d'un peu plus de 100 véhicules. Et on peut également, donc, comment dirais-je, on y démonte 92 000 pièces par an. Le groupe GPA est ISO et CALICERT, et c'est ce qui nous permet notamment de garantir nos pièces, puisque nous garantissons toutes nos pièces à 2 ans et 1 an pour les moteurs et les boîtes. Avec, pour y arriver, un point absolument majeur, c'est la traçabilité. Dès que le véhicule qui sera démonté arrive sur le site, il est QR codé et c'est ce qui va permettre, une fois la pièce démontée, de savoir exactement sur quel véhicule a été démontée la pièce, donc quel est le kilométrage, quelle est l'histoire de ce véhicule. Donc encore une fois, la traçabilité, c'est vraiment le maître mot qui nous permet de nous engager sur la qualité des pièces démontées. Aujourd'hui, sur le site, nous avons 80 000 pièces en stock sur les familles que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire toutes les familles, en commençant par moteur et boîte, qui représentent la plus grosse partie de notre chiffre, mais également injecteurs, radiateurs, train à vent, freinage. Et nous faisons évidemment une grosse partie de notre chiffre sur les pièces de carrosserie, mais également sur de la pièce moto. Dernière partie, et pas des moindres, je vais vous parler de la culture de GPA. GPA, donc, c'est une entreprise familiale, mais de façon plus globale, c'est une entreprise citoyenne. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, on a une dimension écologique, hein,
en ne fabriquant pas de pièces neuves, nous réduisons l'empreinte CO2. Il y a une dimension économique, hein. Je vous ai parlé donc d'un écart de prix situé entre 50 et 90%. Il y a une dimension sociale à cet engagement citoyen, puisque les 200 emplois qui sont situés à Livron ne sont pas délocalisables. Autre point, et pas des moindres, GPA a été à l'initiative d'une filiale qui s'appelle GPA Énergie, qui nous a permis de construire 4 hectares d'ombrières photovoltaïques. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est donc sur un site qui produit 8 mégawatts, hein, donc l'équivalent de 5000 foyers. Donc en résumé, les 2 villes qui sont les plus proches, Livron et Loriol. Et je finirai par ce slide qui est probablement le plus important, c'est-à-dire que derrière cette histoire familiale, il y a des valeurs, et les mots-clés de ces valeurs sont le respect, le partage et l'écoute. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Vincent, il est peut-être temps de lancer la vidéo. Alors, en effet, on va voir une vidéo, hein, une vidéo de TF1, un reportage de TF1 chez GPA, qui vous montre très bien l'entreprise. Donc, je vous laisse regarder. On en a pour à peu près 3 minutes, hein, donc c'est assez long et vous allez voir, ça passe assez vite. Vous pourrez retrouver probablement, si vous cherchez bien intégralement cette vidéo, vous avez ensuite une partie qui parle de l'histoire de la famille Renault. Voilà pour la partie de la vidéo qu'on voulait vous montrer, hein. Donc elle est plus longue que ça, hein. Donc après, comme je vous ai dit, vous avez l'historique que vous pourrez retrouver. Une petite précision à rajouter, Pierre, ou c'est bon? Non, c'est bon. Très bien. Donc je vais passer la main. N'hésitez pas à poser des questions, on prendra les questions à la fin. Puis je vais laisser la main à Jean-François Niort, du groupe Niort, qui va nous présenter son activité. Merci Jean-François. Très bien, bonjour. Écoutez, je vais prendre la main sur la présentation. Voilà, hop. Est-ce que ça apparaît? Très bien, tu n'as plus qu'à le mettre en diaporama. Ouais, voilà. Très bien. C'est bon là? Parfait. Ok, bon, donc un petit mot. Donc Jean-François Niort, donc je suis le dirigeant d'une groupe Niort, qui est une entreprise familiale. Et globalement, le titre un peu de ma présentation, c'est notre approche sur l'économie circulaire de l'automobile. En gros, la réutilisation et le reconditionnement de pièces détachées. Alors, avant de démarrer, je voudrais apporter 3 précisions importantes. D'abord, il faut faire une distinction entre, quand on parle de l'économie circulaire sur l'automobile, entre réutiliser des pièces usagées, c'est grosso modo le métier des déconstructeurs, donc ce que nous venons de voir avec GPA, hein, donc ce métier de déconstructeur. Et GPA est un exemple, hein, c'est une entreprise la plus moderne dans ce métier-là en France, je crois même en Europe. Deuxièmement, il y a un autre aspect, et c'est celui que nous, on a adressé, c'est remettre en état des pièces usagées, et ça concerne plus particulièrement des organes, par exemple des alternateurs, des crémaillères de direction, des injecteurs diesel, des turbos, des embrayages, des FAP, etc. Deuxième point que je voulais donner comme précision, il y a un contexte législatif qui évolue et qui est assez important, qui fait que ça rend plus sensible à la notion de pièce de réemploi. Donc je lis le texte, c'est appliqué sur le terrain depuis avril 2019. L'arrêté du 12 octobre 2018 fait obligation aux réparateurs de proposer des pièces auto dites de réemploi. Donc il y a une obligation légale. Concrètement, ces professionnels sont tenus de présenter 2 devis au consommateur, qui peut ainsi comparer un premier chiffrage en pièces neuves avec un second en pièces démontées, contrôlées et fournies par ceux qu'on appelait autrefois les casseurs. On rentre également dans cette application parce que nous, on reconditionne également des pièces. Donc on rentre également dans cette application. Si je vous ai mis ce texte, c'est pour vous montrer que même au centre de la législation, c'est au cœur du sujet, même s'il n'y a pas de côté coercitif, hein,
Parce que comment prouver qu'un professionnel l'a fait ou pas fait? J'ai pas entendu parler encore de répression pour les professionnels qui ne le faisaient pas. Mais cette notion de réutilisation de pièces est vraiment au cœur des débats et au cœur de cette démarche. Troisième point, ce que je veux dire, c'est que ce métier Reman, puisque c'est le métier de remanufacturing, ça ne concerne pas uniquement des PME, des entreprises familiales ou des ETI. Des gros équipementiers font déjà du Reman. J'ai pris l'exemple d'un entretien, d'une interview, c'est assez ancien, ça date de 2012. Hein. C'était à l'époque Robert Delasserre de chez Valeo à droite et Robert Hanser, président également de Bosch, qui sont interviewés sur l'activité Reman. Vous avez l'exemple avec Valeo et Bosch de gens qui pratiquent, ont des usines de remanufacture. Donc c'est vraiment une démarche qui sont également abordées, adressées par des équipementiers. Dernière remarque aussi, toujours dans les entreprises engagées dans le Reman, juste pour vous parler de LKQ, donc je ne suis pas sûr que la plupart d'entre vous connaissent. LKQ, c'est un géant américain qui est dans la pièce détachée automobile. C'est un groupe qui pèse 12 milliards de dollars. Et pour connaître l'histoire de ce groupe, il est assez récent. C'est un groupe qui est né en 1992. Et tout son succès, il l'a fait dans le reconditionnement de pièces, dans le métier qu'a fait GPA, tout simplement. Donc pour montrer que, issus de ce métier, des groupes gigantesques sont nés aux États-Unis et qui sont nés de la pièce de reconditionnement à la pièce neuve. Et ce groupe est arrivé en Europe. Il a commencé à racheter des entreprises de distribution dans le domaine de la rechange indépendante à la fin des années 2000. Et aujourd'hui, il est présent dans tous les pays d'Europe. Il est le leader en Europe par croissance externe. Il est moins présent en France et pas en Espagne, mais sinon il couvre l'ensemble de l'Europe. Donc c'est pour vous montrer que dans ce métier du reconditionnement, il y a des géants, en tout cas pour lesquels ça a constitué un socle et qui sont très présents dans le métier de la pièce automobile. Alors, pour revenir à notre société, juste une petite présentation concernant le groupe, et après je vais vous parler de notre activité Reman. C'est une entreprise familiale qui a été créée en 1946, en l'occurrence par mon père et mon oncle. Aujourd'hui, nous sommes 570 salariés et notre chiffre d'affaires est de 80 millions d'euros. On a 3 métiers principaux. On fait des pièces et services pour l'automobile et le poids lourd. Ça veut dire qu'on est né dans la vente de pièces, tout simplement, dans le marché indépendant. Donc notre métier, c'est de vente aux concessionnaires, aux agents, aux garages, aux centres auto. Donc on est vraiment la logistique de pièces, mais on a également des ateliers automobiles. Et on fait la même chose sur le métier poids lourd. On a un deuxième métier qui est le vente et SAV d'équipement, c'est-à-dire qu'on vend du matériel pour les professionnels dans le domaine du garage, tout ce qui est pont élévateur, etc. Et on a également le SAV qui va avec. On a 30 personnes qui travaillent sur ce métier-là. Et puis on a un métier qui est aussi un petit peu les sources de l'entreprise, qui est le remanufacturing d'organes, auto et poids lourds. Alors, sur notre localisation, on est situé en Haute-Normandie sur la vente de pièces. Le siège social est à Rouen. Notre rayonnement, c'est Vallée de la Seine, de Paris et au Havre sur le métier de distribution. Par contre, sur le métier du Reman, je vais développer un peu plus après, on est présent sur l'Europe, c'est-à-dire on vend sur l'Europe. Voilà. Alors, si je m'arrête un peu plus particulièrement sur l'activité Reman, nous avons aujourd'hui, c'est à peu près 20, on est autour de 17 à 20 millions d'euros globalement, donc c'est le quart de l'activité du groupe. C'est une activité sur laquelle on investit et on s'oriente de manière assez marquée. Nous avons 3 entreprises. Nous avons DPN, qui est une première entreprise qui est située à Rouen, qui est plus spécialisée sur tout ce qui est activité diesel, filtre à particules et aussi chronotachygraphe. On recycle des chronotachygraphes ancienne génération. Et sur la partie turbo, on a fait l'acquisition il y a à peu près 1 an et demi d'une entreprise qui s'appelle Turbo Minier Mécatrans, qui se situe à Pau. Alors, on a 2 sites de production. Le premier, c'est sur Rouen, ce que je vous disais, qui est DPN au sein du groupe Niort. Et ensuite, on a à Pau, Mécatrans et Mini. Alors, sur les produits que nous développons le Common Rail injecteur pompe, les chronotachygraphes et éthylotest. L'éthylotest étant les produits qui sont obligatoires sur les autocars en particulier, qui se généralisent de plus en plus, donc on est capable de les recycler. Les FAP, les filtres à particules, on recycle également les filtres à particules, les turbocompresseurs, et bien sûr on fait de la distribution de pièces techniques. Alors, dans les process d'intervention et de réparation,
je voudrais apporter quelques précisions. En ce qui concerne la partie, je dirais, diesel et chronotachygraphe, donc les deux premières lignes, ce sont des process que nous avons de réparation que nous avons développés avec les équipementiers. En l'occurrence, on a une grande proximité avec des gens comme Bosch, Delphi, Continental et Denso, qui sont les 4 fabricants dans les systèmes diesel, avec lesquels on a défini, avec des collègues, hein, on n'est pas les seuls, les process de réparation. Donc ça, c'est un point important. Donc les process ont été définis avec les équipementiers. De même, les pièces détachées que nous utilisons, ce sont des pièces détachées qui nous sont vendues par les équipementiers. Enfin, troisième point, le boitage, la marque, c'est sous la marque des équipementiers et on assure une garantie 2 ans par l'intermédiaire du réseau des équipementiers. Donc on est complètement intégré dans la démarche des équipementiers. Et ce qui est clair, si je prends le cas de Bosch par exemple, ce qui a animé Bosch, c'est la volonté de trouver des solutions pour l'après-vente à des prix raisonnables. Alors en ce qui concerne le positionnement prix, hein, c'est un sujet que je n'ai pas évoqué, d'où dans notre cas, sur les produits que nous vendons, hein, que ce soit Turbo, Chrono ou Common Rail, on se situe globalement entre 30 et 50% moins cher que le prix du neuf, avec des garanties. En l'occurrence, sur un injecteur, c'est une garantie 2 ans. Sur la partie turbo-compresseur, ce n'est pas tout à fait la même approche parce que dans ce domaine-là, les équipementiers comme Garrett, comme Borg, ce sont des sociétés qui ne donnent pas accès au process de réparation ni aux pièces détachées. Donc c'est nous-mêmes qui avons défini avec notre bureau d'études les process de réparation et qui nous fournissons ou faisons fabriquer les pièces détachées nécessaires. Et dans le cas de Mécatrans, nous sommes amenés, en l'occurrence, à fournir les constructeurs automobiles dans le domaine de leur marché de deuxième monte, de rechange. Voilà. Donc en l'occurrence, nos process de réparation, même s'ils sont avec des process qui sont les nôtres, sont validés et contrôlés par les constructeurs automobiles avec lesquels nous travaillons. Donc c'est important de bien noter également les deux aspects sur la production. Dans un cas, c'est fait dans le cadre d'une démarche conjointe avec l'équipementier, et dans l'autre cas, c'est une démarche qui nous est propre, même si on a des process extrêmement stricts. Et en l'occurrence, par exemple, on parlait de traçabilité tout à l'heure, nous avons des systèmes de traçabilité, bien sûr, de la pièce, de la production à la vente. Par exemple, en ce qui concerne les injecteurs, ils sont gravés, ce qui permet de les identifier. Même chose pour les turbos, ce qui nous permet d'avoir des suivis en cas de garantie ou autre, si c'est nécessaire. En ce qui concerne notre profil client, donc là, vous pourrez constater qu'on a un profil assez large, allant à des constructeurs automobiles et poids lourds. Hein. Vous voyez qu'on a Toyota, on a Ford, on a Iveco, on a Volvo également, on a BMW comme client. Mais également, nous sommes présents dans le domaine de la rechange automobile. Vous avez des gens comme Autodistribution, des gens comme ID Rechange, des gens comme LKQ, j'en parlais tout à l'heure, hein, qui est amené à se fournir chez nous, etc., etc. Et également des clients divers de type SNCF. Donc voilà à peu près notre palette de clients et de distribution. Alors, pour terminer sur notre activité chiffre et ce que ça donne, donc dans le cadre de DPN, nous avons 51 personnes et notre chiffre d'affaires est de 11 millions. Et dans le cas de Turbomoteur Minier et Mécatrans, nous avons notre chiffre d'affaires de 6,5 millions et nous avons 80 personnes. Voilà. Donc j'ai terminé pour ma présentation. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Jean-François. Donc nous prendrons les questions après la troisième présentation, hein, en sachant qu'il y a déjà pas mal de réponses qui ont été données ou qui seront données avec la dernière présentation. Donc là, je vais donner la main à Gaël Maillard, hein, de la société Sadex, qui va nous présenter son activité autour de l'économie circulaire. Je vous laisse, Vincent, partager la présentation. C'est parfait. Merci à tous. Donc, effectivement, Gaël Maillard, nous sommes un groupe dont fait partie Sadex. Et Sadex est vraiment le pôle de rénovation de notre groupe familial. Et c'est pour ça qu'on a axé la présentation autour de Sadex. Je vous laisse passer au slide d'après.
Voilà. Donc, globalement, notre groupe, aujourd'hui, en tout cas, on est un acteur de l'économie circulaire puisque on a un pôle de rénovation qui travaille dans la rénovation depuis plus de 55 ans. Sadex est la filiale d'un groupe familial français dont je suis la 3e génération. La holding familiale s'appelle SPNI et qui, elle, a été créée en 1965. Et on regroupe au sein du groupe familial SPNI 3 activités, 3 usines. On est 250 personnes en France et on a un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros. On est basé dans l'ouest de la France, Sadex en Bretagne et SASIC et SICAB sont basés en Normandie. Donc Sadex est un pôle de rénovation, SASIC est un distributeur de pièces détachées, fabricant et distributeur de pièces détachées sous sa marque SASIC et on est à peu près sur 13 000 pièces détachées. Et nous avons SICAB qui fait de la fabrication de câbles et de faisceaux d'allumage. Je vous laisse, voilà. Alors, il me semblait important de reparler, alors c'est bien pour terminer par rapport aux 2 présentations d'avant, qui était de reparler réellement de, effectivement, l'économie circulaire, c'est un terme à la mode, mais parfois, il y a des nuances qui méritent d'être précisées. Donc, en fait, au travers de l'économie circulaire, on parle à la fois du recyclage, du remanufacturing ou de la rénovation, et on parle aussi du réemploi et de la pièce d'occasion. En fait, le produit, si vous voyez vous suivez la chaîne bleue, c'est une matière première qui va être transformée, qui va être fabriquée. Ensuite, il y a un process d'utilisation, il y a une fin de vie, et soit le produit est transformé, oui, en déchet, soit il est réutilisé dans le cadre d'une pièce d'occasion, soit il est rénové dans le cadre du remanufacturing, soit il est recyclé et ça redevient une matière première. C'est vraiment 3 notions différentes et on a des process industriels pour chaque étape. Et au niveau de Sadex, on s'inscrit dans la ligne remanufacturing, rénovation, et on peut même parler d'échange standard lorsqu'on travaille avec les constructeurs. Plus précisément au niveau de Sadex, donc c'est un savoir-faire autour de la rénovation. On peut rénover jusqu'à 120 000 pièces mécaniques par an en Bretagne depuis 55 ans. On travaille avec les constructeurs automobiles notamment, pas que, mais on travaille aussi avec l'aftermarket indépendant, mais on travaille avec les constructeurs. Et on travaille pour eux principalement sur la pièce d'embrayage. Donc, on a aujourd'hui 2 pôles de rénovation, un pôle de rénovation avec des produits automobiles et également un pôle de rénovation pour des produits hors automobile. Donc, au niveau de l'automobile, chez Sadex, on rénove des embrayages, des turbos et des directions assistées. Et tout ce qui est hors automobile, c'est le marché de la marine, les transports métro, les métros et tout ce qui est agricole. On a aussi des certifications qualité et environnement. On est ISO 14001 et on a la certification IATF 16949 travaillant avec les constructeurs. Le remanufacturing, il faut quand même avoir vraiment en tête que c'est pas uniquement un effet de mode, c'est pas juste intéressant parce que c'est à la mode, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un impact positif au niveau de l'environnement. Donc on cite, nous au niveau de notre impact, on est un site au niveau de la rénovation de 45 personnes, mais il y a des chiffres assez marquants au niveau du CO2 qui est réduit. La certification environnementale ISO 14001 qui accompagne toute cette démarche. On a un tonnage important de ressources qui sont régénérées, on a des consommations d'énergie qui sont réduites et effectivement aussi pour le consommateur, on a un prix qui est réduit, qui n'est pas négligeable. Alors, le remanufacturing, on a vu la première présentation, c'était vraiment toute la partie pièces d'occasion avec un process industriel, mais le remanufacturing, la rénovation, c'est également un process industriel qui garantit d'ailleurs la qualité de la rénovation. On a un process qui suit 4 grandes étapes. On a la collecte et le tri des unités usagées, ça c'est une grosse partie. Pour avoir des pièces de qualité, nous, on ne rénove que des pièces d'équipementiers. Il y a une grosse partie démontage, nettoyage, expertise, et avec même l'injection de composants neufs en fonction des critères qualité. Il y a une partie rénovation, réassemblage, contrôle, avec sur la partie de la ligne embrayage, par exemple, on est sur plus de 30 contrôles tout au long du process. Et ensuite, on est sur une remise en circulation avec une traçabilité comme mes confrères en ont déjà parlé. Il était aussi important de dire qu'on a aussi un bureau d'études, juste avant de lancer la vidéo, un bureau d'études parce que tout ce process industriel-là, la validation des produits, ça se fait nous en partenariat avec les constructeurs automobiles ou sur l'aftermarket avec notre propre bureau d'études interne. Donc, on a une petite vidéo qui va présenter de manière assez synthétique la rénovation de turbo. Vincent, voilà.
Voilà, donc là vous avez vu de manière très synthétique la rénovation des turbos. Vincent, si vous pouvez remettre les… Super. Passer au slide d'après. Non, il y en a… Voilà, exactement. Il est important aussi de dire qu'aujourd'hui, la filière de l'économie circulaire et les process industriels sont relativement méconnus encore du client final. Ce qui fait que le client final n'est pas aujourd'hui prescripteur au niveau de ce produit ou pas assez. Il a une confiance peut-être encore trop limitée sur le produit et le process. C'est pour ça qu'il est important qu'on vulgarise le fait que c'est un vrai process industriel. Il y a parfois aussi des contraintes qui peuvent être un petit peu lourdes vis-à-vis du produit neuf et qui ne sont pas toujours très bien acceptées, type les consignes qu'on peut avoir sur des produits chers comme les turbos et les directions assistées par exemple. Il y a d'autres produits sur lesquels les consignes sont beaucoup plus acceptées, mais sur les embrayages, il est difficile d'envisager de consignes. On a une attente du marché qui est souvent encore trop axée sur le prix et pas encore tellement sur l'impact environnemental. Alors, on y travaille et je vous remercie Vincent pour l'organisation de ce webinaire parce que ça fait avancer les choses. Et il est quand même intéressant de noter que les constructeurs, eux, sont relativement en avance dans la démarche Reman au niveau de l'aftermarket. Donc, eux sont plus prescripteurs. Il est intéressant aussi de noter qu'il y a des actions qui sont en cours. Bon, il y a le webinaire d'aujourd'hui, c'est une première action. Il y a aussi une association qui est en train de se créer pour fédérer des acteurs du Reman en France. Et puis, il y a des projets alors, plus économiques et qui intéresseront certainement plus le client final, qui est un projet qui permettrait d'avoir une TVA réduite sur les produits recyclés ou rénovés. Et alors, voilà, pour terminer, c'est une deuxième vidéo. Ça nous semblait intéressant de partager cette vidéo parce que c'est un de nos clients qui parle, justement, c'est un constructeur automobile qui parle de son approche de l'économie circulaire. Bonjour, je m'appelle Sébastien Villette, je suis en charge du business développement au sein de la business unit économie circulaire. Nous sommes aujourd'hui chez Sadex à Fougères, notre fournisseur d'embrayage Rennais. Sadex s'inscrit depuis plus de 50 ans dans l'économie circulaire et je vais vous expliquer comment sont rénovés les embrayages ici. Les carcasses arrivent dans cette zone en provenance du centre de tri de Vesoul. Elles sont démontées, nettoyées, puis inspectées individuellement. Toutes les pièces d'usure sont remplacées par des composants neufs dans les pièces rénovées. Nous offrons ainsi une nouvelle jeunesse à ces pièces dans le respect du cahier des charges du constructeur. Ces pièces sont remises à neuf avec la qualité équivalente au produit d'origine. Elles bénéficient d'un contrôle de tous les composants à chaque étape du processus, d'un contrôle fonctionnel de la pièce finie et d'un marquage de traçabilité pour une totale transparence. On est vraiment au cœur de l'économie circulaire, puisque c'est au cours du processus que je viens de vous décrire que l'on économise 50% d'énergie et 80% de matière. À très bientôt, on se retrouve pour un prochain rendez-vous. Très bien, merci beaucoup Gaëlle. Merci beaucoup. Donc, je vous propose, après ces trois premières présentations d'entreprises, vous avez vu, il y a une caractéristique commune qui est l'entreprise familiale, trois entreprises familiales qui gardent un capital familial et qui existent depuis, on a vu, 46, les années 50, 62. Je pense que c'est une guerre à être le plus ancien, mais on voit que ça résiste dans le temps.
et c'est très positif. Donc, je propose qu'on regarde un petit peu les questions que vous avez posées et qu'on puisse y répondre. Alors, on va prendre les questions depuis le début, on n'en a pas trop. Une question un peu technique qui concernait GPA. Qu'advient-il des roulements et butées issus du démontage des véhicules en fin de vie? Sont-ils séparés, recyclés, voire rénovés? Même question concernant les composants plastiques des roulements et butées. Donc, on est sur, je dirais, des pièces multimatières. Est-ce que vous séparez la matière sur ces petites pièces-là? Je pense que la question est dans ce sens-là. Pierre, si vous avez une réponse. Je vais y répondre. En fait, de deux choses. Si la pièce est testée et, comment dirais-je, peut-être revendue en l'état, donc elle rentre, nous, dans la filière revente en l'état, après avoir été, bien sûr, nettoyée, testée, gravée, etc. Et sinon, il va y avoir deux possibilités. Soit il existe un marché de la rénovation, soit sinon elle est, comment dirais-je, elle est broyée. Donc, je ne vois pas la question. Là, il s'agit de quelle pièce exactement, en fait? C'était les roulements et butées. Mais de toute façon, on a vu tout à l'heure dans le film où Johan expliquait qu'après broyage, les éléments plastiques, métaux ferreux, métaux non ferreux, sont triés. Et derrière, il faut arriver à recycler 97% du véhicule. Exactement, le tri est fait par notre partenaire, donc après broyage, effectivement, ils arrivent à séparer matière plastique, matière ferreuse et les différents métaux entre eux. Ça, c'est la phase en amont de GPA, en aval, pardon, de GPA. Merci. Est-ce que j'ai été clair? Bon, pour moi, oui. Alors, si Madame Cochet peut nous dire si elle veut une précision. Alors, en attendant, on va passer à la question suivante. Le temps de rallumer mon micro. Merci pour votre réponse. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, ok. Ma question était encore un peu plus pointue que ça par rapport au mélange de plastique qui se retrouve après broyage. Existe-t-il des techniques aujourd'hui qui permettent de les séparer afin de recycler précisément chaque chimie de plastique en toute fin de vie de ces composants-là? Ce que j'en sais, oui, mais encore une fois, c'est un process industriel que nous ne maîtrisons pas au niveau de GPA. C'est notre partenaire qui sépare avec des technologies, donc je ne peux pas vous parler, je préfère être clair. Bon, il n'existe pas énormément d'entreprises qui font ce travail de broyage et de tri. Merci. Alors, question suivante qui concerne aussi GPA, donc Pierre. Alors, je pensais que cela ne s'appliquait pas pour les pièces de sécurité. Alors, je pense que c'est la revente de pièces d'occasion. Alors, il y a des pièces qu'on ne revend pas pour des raisons de sécurité. Ça va être typiquement un airbag. Donc, aujourd'hui, en tout cas, pas d'airbag. La législation est très claire. Pas d'airbag revendu, comment dirais-je, en occasion. Ça, c'est très clair. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme organe de sécurité? Alors, qui soit écarté. Voilà, c'est le principal que je vois. Alors, question suivante. Ouais. Pardon? Non, c'est bon. Après, on peut peut-être juste préciser qu'en tout cas, sur les pièces de sécurité, la rénovation est valable. Une crémaillère de direction, c'est un ensemble de sécurité et ça se rénove. Oui, après, on sait bien que sur un véhicule, je dirais, l'indice de sécurité des composants il est élevé pour à peu près tout. Je veux dire, tout est à risque, un peu moins que pour un avion. Mais néanmoins, après, il y a la juste limite entre ce qu'on ne peut pas en termes légaux et ce qu'on peut en termes et ce qui est autorisé. Alors, une question pour Monsieur Niort. C'était juste dans le cadre de l'obligation légale qui avait été mentionnée par le deuxième intervenant. C'est pour ça.
Au niveau de l'obligation légale, je pensais que c'était hors pièce de sécurité, justement. Alors oui, en effet, comme de fait, je ne l'ai pas précisé, mais de mémoire, oui, c'est hors pièce de sécurité. De toute façon, ça avait donné lieu à un débat aux professionnels en argumentant que comme leur responsabilité était engagée, ils n'étaient pas forcément favorables à cette législation et cette approche, d'autant plus sur les pièces de sécurité. Mais comme de fait, je pense que les pièces de sécurité ont été retirées, mais je ne peux pas vous le confirmer à 100%. Une autre question pour Jean-François, mais je pense qu'elle a été, il y a eu la réponse dans la présentation un peu après. Hein, c'était quel type de pièces vous reconditionnez au sein de votre groupe. Je pense que la liste a été faite et elle était relativement claire. Une autre question, puisqu'on parle d'économie circulaire, avez-vous un moyen d'estimer le gain CO2 de la pièce manufacturée? Gaël en a parlé. Hein, donc Gaël, vous avez expliqué qu'il y avait 20% de gain en CO2 entre une pièce neuve et une pièce Rayman. Oui, c'est ça. C'est les stats de l'ADEME. On est à peu près sur ce que vous avez dit, tout à fait. Et c'est l'ADEME qui donne ces statistiques. Alors moi, je peux préciser une chose là-dessus. Alors, je n'ai pas les chiffres précis, mais est-ce que les constructeurs avec lesquels nous travaillons nous demandent de leur fournir nos consommations électriques qui recoupent avec les quantités fabriquées, ce qui permet d'avoir une approche. Sachant que, en ce qui concerne la livraison des matières, c'est eux qui l'acheminent. Voilà. Par contre, moi, je n'ai pas accès aux éléments sur la production du neuf, pour être très clair. Alors là, j'ai une question de Franck Lefebvre. Pour les 3 propositions industrielles, faites-vous des SCV des pièces sur lesquelles vous travaillez? Diffusez-vous ce travail? Franck, qu'entendez-vous par ACV? Pour qu'on soit sûr. Bonjour, analyse du cycle de vie. D'accord. Donc la question, c'est faites-vous des analyses du cycle de vie pour les pièces sur lesquelles vous travaillez? Qu'est-ce que vous entendez par analyse de cycle de vie exactement? L'analyse de cycle de l'étude complète de la vie du produit, de sa production à sa destruction, avec le positionnement là-dessus d'indicateurs permettant de connaître les consommations matières réelles, les consommations énergétiques réelles, y compris les émissions de gaz à effet de serre. Travaillez-vous, autre façon de poser la question, est-ce que vous travaillez actuellement avec l'ADEME, qui a pas mal d'initiatives en cours sur ces sujets-là dans le domaine de la mobilité? Alors, en ce qui nous concerne, non, je n'ai pas de lien de travail en ce qui concerne sur ces sujets-là avec l'ADEME. Je ne sais pas si Gaël… Non, nous non plus, on n'est pas… après, c'est vrai qu'étant donné qu'on est sur des pièces rénovées, recyclées, on apporte notre pierre à l'édifice sur un produit qui n'a peut-être, quand il a été conçu à la base, toute la filière de rénovation n'avait pas forcément été pensée. Donc nous, on apporte notre valeur ajoutée à ce niveau-là. Mais non, nous, alors qu'on récupère une vieille matière, non, on n'est pas dans ce type de travaux aujourd'hui avec l'ADEME. Il faut savoir qu'on est dans un métier qui est un peu méconnu d'une manière générale, et même sur l'image, enfin, le mot casseur par exemple, c'est des images qui sont un peu dévalorisantes. Et on voit qu'il y a eu des tournants qui sont en train de se prendre. Donc, GPA, pour moi, c'est pas un casseur, c'est un déconstructeur, c'est une démarche industrielle, structurée, pour récupérer de la pièce. Donc, il y a vraiment un virage qui se fait sur tout ce qui est récupération, économie circulaire automobile. Et c'est vrai qu'on a un déficit d'image. Et donc voilà. Donc, je pense que les choses sont en train de se corriger. J'ai vu une autre question, je vais me permettre d'y répondre, en sachant comment voyez l'avenir. Ce qui est clair, c'est aux États-Unis, la notion de récupération de pièces, il y a toute une activité économique qui existe, qui est beaucoup plus importante que la France. J'ai eu des chiffres de l'ordre de, on va dire, 10 à 15% des pièces vendues, alors qu'on dit qu'en Europe, c'est autour de 5. À vérifier ces chiffres-là, hein, quand même. Mais ça montre quand même que aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé. Et je pense que les États-Unis sont un peu précurseurs là-dessus. Et je pense qu'on a un avenir. En plus, c'est pour moi le sens de l'histoire. Après, il faut travailler sur la partie industrialisation, les process, etc., les volumes. Mais pour moi, il y a un sens de l'histoire autour de ça, très clairement. Alors, il y a une autre question qui s'est rajoutée. En avance. Pardon, excusez-moi.
pays scandinaves également sont beaucoup plus matures que nous. Si on estime à peu près à 3% de pourcentage de pièces de réemploi sur la totalité des pièces vendues, à peu près 3-4% en France, effectivement, les États-Unis sont nettement en avance et les pays scandinaves. Ouais. Donc il y a bien un problème non seulement de process industriel, de sécurisation, de rassurer le client et d'image. Exactement. Alors, il y avait une deuxième question, hein, c'était sentez-vous les équipementiers constructeurs prêts à vous solliciter plus fortement encore que par le passé? Donc, l'application des équipementiers et des constructeurs. Oui, alors, nous, les constructeurs, oui, ça revient à nouveau. Mais le constructeur, il est très moteur dans ses démarches, mais il est très actif, très demandeur au niveau du prix. Donc, il y a des contraintes économiques très fortes au niveau du constructeur. Cependant, il est demandeur et il cherche à avoir une démarche élargie sur des produits élargis. On travaille moins avec l'équipementier. C'est plus Jean-François qui peut parler de l'équipementier. Alors, en ce qui concerne les constructeurs, oui, on sent qu'ils sont intéressés par cette démarche et ils réfléchissent également sur des nouveaux produits, des produits qu'on n'imaginait pas, donc sur des produits complémentaires. La question se posera d'ailleurs demain sur tout ce qui est dans le domaine électrique, hein, que ce soit la batterie ou les moteurs, la question se posera. Donc, on les sent en tout cas sur cette partie-là intéressés. En ce qui concerne les équipementiers, à la fois il y a des équipementiers qui sont très pilotes et très moteurs. Je vous parlais de Bosch. Et Bosch a vraiment une stratégie en tout cas particulièrement en France, de travailler sur le Riemann. Je vous ai parlé du diesel, mais c'était assez en avance là-dessus. Et puis il y en a d'autres qui freinent plutôt. La différence se fait aussi par le positionnement prix et la qualité. Hein. À partir du moment où on est capable d'offrir à un consommateur sur un produit de qualité un écart de 30-40%, en plus ça se monte surtout, c'est des véhicules qui ont 8 ans, 9 ans, hein, globalement ce type de pièces, il y a un potentiel marché quand même relativement significatif globalement. Donc, des équipementiers en pointe, pas tous au même niveau, mais en tout cas, le marché appelle cela. Très bien, merci. Bon, juste un point, hein, vous avez tous entendu parler de Refactory, le programme de Renault Afflin. Et ce Refactory, un des sous-projets de Refactory englobe l'ensemble des activités qu'on vous a montrées. Hein. Donc, il y a vraiment un intérêt très fort par rapport à cela au sein des constructeurs. Et puis, on a vu que PSA le fait déjà également. Et d'ailleurs, si je me trompe, juste pour compléter Vincent, il y a des constructeurs qui ont leur propre unité de reconditionnement je sais que sur le diesel, ça se faisait, hein, de mémoire chez Renault. Enfin, je sais qu'il y a des constructeurs qui ont des unités qui travaillent sur du Riemann, sur des pièces bien définies. Hein, voilà. Très bien, merci. Donc, une question, existe-t-il aujourd'hui une filière spécifique de retraitement des pièces en caoutchouc hors pneu? Si vous avez une réponse. On n'est pas spécialisé sur ces produits-là, donc je n'ai pas la réponse. Ah. Je ne sais pas. D'accord. Non plus. Alors, après remise en état, les pièces sont stockées combien de temps avant le montage sur véhicule? Conditionnez-vous les pièces dans un film anti-corrosion, VCI, comme les fabricants automobiles, pour les préserver de la corrosion? Alors nous, je peux répondre, nous on est plutôt en flux tendu, donc en fait on fabrique en fonction des commandes et on a une peinture anti-corrosion, donc oui les pièces sont garanties anti-corrosion. Je dirais que c'est un peu pareil, bien sûr, elles sont traitées sur la partie corrosion avec la protection adéquate. Nous, on fournit au fil de l'eau les constructeurs. Hein. Il faut savoir qu'on reçoit les commandes de constructeurs 15 jours, 3 semaines avant la livraison demandée. Donc ça suppose chez nous une démarche assez souple. En ce qui concerne le marché de la rechange indépendante, bien sûr, ça passe après par les stockages soit les plateformes logistiques des groupements, plus le stockage du distributeur. Bon, je dirais il va s'écouler en fonction des rotations entre 1 mois et 4 mois. Alors toujours, il y a la notion des rotations fortes ou faibles, ça dépend des références. On va dire entre 1 mois et 4 mois en moyenne. Alors il peut y avoir des exceptions sur des faibles rotations. L'enjeu pour nous aussi, c'est d'avoir des gammes très larges. Par exemple, en turbo, on est capable de fournir 900, 950 références. Sur les injecteurs, c'est un peu plus. Donc c'est aussi ça la notion de souplesse qui est nécessaire.
Et quand je reviens à l'histoire de la rotation, il est évident que quand on fournit nos en référence, il y en a qui tournent plus ou moins que d'autres. Voilà. Et donc, il faut les protéger pour qu'elles puissent être utilisables, même s'il s'est écoulé 6 mois à 9 mois. Très bien. Donc, on va prendre les 2 dernières questions. Je prends avant celle de Geoffroy. Quel est l'impact des ADAS sur votre activité? Donc, tout ce qui est aide à la conduite. Alors, on est sur le marché de la carrosserie, mais je vais laisser Pierre répondre, mais je pourrais compléter. Vous pouvez la répéter, Vincent, s'il vous plaît? Alors, c'était quel est l'impact des ADAS? Donc, c'est l'assistance à la conduite, et ça peut aller très loin sur votre activité. Je ne sais pas répondre à cette question. Moi, je peux donner quand même, je vais compléter. Donc, si je fais, l'ADAS, donc c'est les systèmes des véhicules. Donc, forcément, l'idée, c'est de limiter les accidents. Ce qui est clair, c'est que depuis 10 ans, il y a moins d'accidents d'une manière générale. C'est lié au fait que les véhicules sont de plus en plus équipés avec caméras, etc. Les ronds-points à l'anglaise aussi ont changé beaucoup de choses sur le risque d'accident. Donc, on a un marché carrosserie qui baisse globalement en volume de pièces. Alors ça, c'est compensé par le fait que les assurances met une pression de plus en plus sur les carrossiers pour exiger qu'ils utilisent des pièces de récupération, très clairement. Donc il y a vraiment une démarche très forte des assurances qui fait que la proportion entre les pièces de récup et les pièces neuves est en train de changer. Voilà. Et c'est comme ça que d'ailleurs, pour compléter, on voit des groupements type AG, qui est un groupement indépendant, qui a investi dans des entreprises de déconstruction aussi. Donc voilà. Alors là, ça va quand même être la dernière question, question de Geoffroy. Quels sont les freins aujourd'hui à une plus grande diffusion des pièces de réemploi? Quelle différence de notre marché par rapport aux pays nordiques, aux USA? Alors, nous aurons Todd qui pourra nous expliquer derrière. Donc, si vous avez... Alors, Gaël, si tu veux répondre. J'étais en train de lire une autre question, donc pardon. Alors, je vais bien commencer si tu veux. Je lisais la dernière question, et donc c'est pour ça que je n'étais pas sur le... Je te laisse répondre, je relis la question, vas-y. Alors, non, ça c'est clair, notre métier tourne vraiment autour de la gestion des vieilles matières. Donc très clairement, les vieilles matières quand on vend ou un injecteur ou un turbo, on facture une consigne. Le but étant que la consigne est remboursée quand on récupère les vieilles matières au client. En général, on récupère à peu près 70%, entre 60 et 70% de consignes sur 100 pièces qu'on vend. Les 30% restants, comment on fait? Soit il y a un marché européen avec des gens qui font du deal sur les vieilles matières, pour les contrôler, s'assurer qu'elles soient de qualité. Et deuxièmement, on injecte du neuf, tout simplement. Ça rentre dans le prix de revient, mais ça nous permet, donc on réinjecte du neuf, et forcément, quand on récupère la consigne, on réalimente à nouveau la démarche. Je précise juste une chose, quand on travaille, alors ça c'est pour le marché indépendant, pour le marché constructeur, le constructeur dans le deal fournit les vieilles matières. Donc clairement, il nous fournit les vieilles matières, et ça fait partie du contrat avec lui. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Nous, effectivement, donc parfois on peut vendre au constructeur de temps en temps un complément lorsque réellement il n'a pas pu en ramasser assez. Nous, on a des pièces d'embrayage qui n'ont pas de consigne, donc on a un peu cette spécificité. Et quand on est sur le marché aftermarket hors constructeur, on est obligé de trouver de la vieille matière. Donc on va auprès des démolisseurs, on va auprès de garagistes, on essaie d'acheter de la vieille matière par lot, en expliquant que c'est intéressant, mais voilà, après il y a quand même toujours des contraintes à la récupération de la vieille matière. Mais on est pareil dans des proportions où de toute façon ce qu'on a récupéré, déjà on ne récupère pas forcément tout lorsque c'est consigné, et puis on a aussi des taux de rebut, il y a des pièces de toute façon, des kits d'embrayage par exemple, qu'on ne pourra pas rénover parce que le taux d'usure est trop important. Donc on est obligé de s'approvisionner en plus de ce qu'on récupère. Très bien, merci beaucoup. Et la question que vous n'avez pas répondu, c'était quels sont les freins au développement de ce marché en France, alors qu'il fonctionne mieux, tout à l'heure vous l'avez dit, dans les pays scandinaves ou aux USA? Un des freins aujourd'hui, c'est justement la vieille matière et le circuit de récupération de la vieille matière, parce que finalement, rapatrier la vieille matière, c'est un coût économique, et dans le coût global de la pièce qu'on va revendre, sachant que c'est une contrainte en plus, c'est pas toujours accepté par le consommateur.
Moi, c'est un des freins principaux. C'est pas forcément le seul, mais aujourd'hui, on a besoin que les gens soient volontaires pour stocker la vieille matière qu'on pourrait ramasser. Alors, je rajouterais une chose, moi, on peut avoir sur le marché un équipementier qui décide de tuer le marché de Riemann, tout simplement en baissant ses prix. Il fait un sacrifice sur le prix du neuf pour s'en rapprocher. Voilà. Donc, bon, ceci dit, économiquement, ça peut lui coûter cher. Mais on l'a vu ponctuellement sur nos marchés, un choix politique d'un équipementier de faire baisser l'activité Riemann, même si ça lui coûte cher. Ok. Sur cette mauvaise nouvelle. Très bien, merci beaucoup, merci à vous. Donc, je propose qu'on passe, on a 5 minutes de retard, 6 minutes de retard par rapport au planning sur la présentation suivante. Donc, on va passer en anglais avec Todd Campo, donc qui est à Détroit et qui va nous présenter les perspectives du marché. Todd, now you have the floor for the presentation. All right. Can you hear me? Perfect. Thank you, Todd. Excellent. I'd like to thank Vincent and the Next Move group for the opportunity to spend a few minutes with you guys today. Obviously, we've been through an interesting couple of years. You know, we're in the midst of a once-in-a-century pandemic. We're also seeing the acceleration in the shift of vehicle powertrains from traditional internal combustion engines to electric. A shift that I believe over the next decade or two will create tremendous environment for reconditioning of parts to maintain the automotive fleet through the transition. I'd like to spend the next few minutes or so looking into some of the trends that we see, that we've been seeing, and try to unravel some of what it means to the aftermarket businesses and what opportunities there could be on the horizon for remanufactured or reconditioned products. As we get started, just here's a rundown of what I'll cover. Real briefly, my name is Todd Campo. I'm Associate Director of Aftermarket Solutions for IHS Markit. Historically, my focus has been the North American market, but with changes throughout the pandemic, it's expanding to more global coverage. So very happy again to be with you guys today. Again, this is a quick rundown of where I'll spend my time today. We're going to rapidly move through some key metrics of what's going on in the vehicle fleet. We'll focus on three key markets. Obviously, the European market. We'll touch briefly on the US market and the China market. Those three markets are obviously the largest three markets in the world. They make up roughly half of the global vehicle fleet. And after we cover that, we'll spend some time talking about some changes coming into the vehicle powertrain that we see over the next few years. And then we'll wrap up with a little bit of a conversation of what it means to the spare part market and try to specifically focus on reconditioning. So with that, we do have a lot to cover, so I'll just get right into the material. To set the stage for our conversation, I wanted to start out by sharing that even though 2020 was a rough year globally for new vehicle sales, we do expect the global population of passenger cars and light commercial vehicles, or light trucks as we call them in the United States, to continue to grow, increasing by 9% from the end of 2019 through the end of 2024. For the spare parts and reconditioning market, the real story of global growth, though, is more interesting in the growth that we're seeing in the vehicles that drive aftermarket and replacement parts businesses. And that story is actually even more positive for the aftermarket because over the next few years, we expect to see what's often considered the aftermarket sweet spot, those vehicles from about 6 to 14 years of age, to outpace the growth of the total vehicle population by almost double, growing by about 17%. And further, the really old vehicles, those vehicles over 14 years of age, are also expected to grow more rapidly. Really, that's almost 3 times the growth of the whole population, growing by about 21%. While these really old vehicles may not traditionally be viewed as contributing as much as a traditional sweet spot, they do almost exclusively come to the aftermarket for repair and replacement. So they'll have further positive impact on aftermarket revenue as we go out through the mid-2020s. By the end of 2024, we expect that 1.1 billion vehicles will be 6 years of age or older in the world, which is a massive fleet for the aftermarket service. The aftermarket to service, and obviously many opportunities for remanufacturing and reconditioning parts
we'll get into that a little more in a few more slides. From a reconditioning standpoint, though, you know, we also want to keep in mind those 450 million new vehicles that comprise the new to 6-year-old fleet. They're equally as interesting to us right now because of the new technologies that we're seeing coming in to the global fleet by way of these newer vehicles, electric vehicles, mild hybrid vehicles, additional full hybrids, start-stop technology. Many of these technologies are creating an opportunity and maybe a niche where reconditioned parts can really shine as vehicles get a little more technical, and through the transition from internal combustion to full electric, there will certainly be opportunities for additional reconditioning business really in these newer vehicles that are coming into the fleet with you know, maybe a little bit more exotic technologies than we've seen historically. But the bread and butter of the spare parts market, older vehicles have a very healthy outlook. And these new technologies may be distinctly beneficial to the reconditioning markets, as many of the new complex vehicle systems will continue to shift to these newer opportunities as the fleet slowly migrates. I think that's the key. We're going to see a slow migration from the vehicles that we've known for years, vehicles with the internal combustion, petrol and diesel engines that have turbochargers and things like that. Really, with these newer vehicles that are coming, positioning yourselves to take advantage of the new technology will be key as we get into the back half of the 2020s and then on into the 2030s as we begin to see the internal combustion engines start to decline. Briefly before we get into that, though, let's talk about the three key regions: US, China, and the European Union. We'll start with the North American region, or primarily the US region. As we go through these regions, we're going to see three distinct stories, each of which provide a unique opportunity. In the US, the traditional sweet spot is set to grow really pretty rapidly by historical consideration, as we're going to have 5 near record years roll into that 6 to 14-year-old age range. 2015 to 2019 were all 17 million unit sales for the United States, which is 2016 was the record, and 17 million puts them all in the top 10 ever for the US. So good news for the aftermarket, lots of turbochargers in these newer vehicles that have come out in the US. But that said, the US is going to be a laggard when it comes to transitioning to new powertrains. So for the midterm through the 2020s, the real opportunity in the US will come in the way of turbochargers, start-stop technology, ADAS features, more computers and things like that. And it's going to take a little longer for the US to convert over to the electric powertrain that we hear so much about. In China, opportunities abound everywhere. The China fleet's just beginning to age into the traditional aftermarket repair range at that 5 to 6 year range. They were already on an upswing because they've been seeing for actually several years now 20 million, 25 million new units come into the fleet each and every year. And with this rapid growth that they've seen over the past decade and what they're going to see, China will move to a new powertrain mix more rapidly than the US, probably realistically more rapidly than Europe as well, because number one, the Chinese government has very strongly supported electrification. And number two, since their fleet started, their fleet has not been as mature, let's say, as the European market or the US market. And so as it's rapidly growing, they're seeing these vehicles come in while they're on the upswing of growth. Whereas in the United States and Europe, they're very mature markets, as you'll see here in a second with the European slide. And so it'll take a little longer for the United States and Europe to see that conversion to electric vehicles. So finally, here's the European look. And just like the US, the European market is a very mature market. There's been a large population of vehicles on the road for many years. A little bit different than the US. In the short term, the sweet spot is actually set to contract slightly. So those 6 to 14-year-old vehicles will be shrinking by about 2.5%. But the really old vehicles, those that are 14 years of age and older, is actually set to grow pretty significantly by 17%, indicating that
the opportunity for existing parts in your portfolio and existing capabilities that you have in your reconditioning, again, of things like turbochargers, you know, ABS sensors, calipers, whatever it might be, those opportunities will continue to be very strong in Europe through the middle of the 2020s. From an evolutionary standpoint, Europe sits in between, the way I see it, Europe sits in between China and the US. The policy in Europe is, and as well as consumer acceptance really, seems to be a little stronger for electric vehicles than the US market. But they won't be as rapid as China because, again, there are, you know, 330-ish million vehicles on the road in Europe already. China is just growing up to that rate. So 3 different stories really, US, Europe, and China, with Europe really sitting kind of in the middle from an electrification standpoint, but lots of really good opportunity for existing portfolio. And we're going to dive a little deeper into Europe now, obviously, since that's primarily where many of your businesses focus. We'll spend the rest of our time more talking about Europe before we get into some conversation about electric vehicles overall. So this chart shows you the European vehicle fleet from a powertrain perspective, where we sit today at about 339 million units right there for 2019-2020 range, and where we expect it to go. And you can see at the bottom what the blend of powertrains are. Basically, the dark green at the bottom is gasoline or petrol vehicles. The gray is diesel vehicles, the light gray. And then you can see as we move up the chart, more additional technologies coming on, whether it's plug-in hybrid, battery electric, you know, fuel cell, things like that. And what's really interesting here is just how long this long-range forecast points to the conversion to electric vehicles expecting to take from a total fleet perspective. On the far right of that chart is 2050. And as you can see, in 2050, we still have a fair number of gasoline and petrol vehicles on the road, but certainly electric and plug-in hybrid vehicles will likely be the dominant share by 2050. Just a second on this outlook. This outlook does take into account much of the already announced strategic plans and government policies that we've seen so far to date. But the key thing to keep in mind is that for the most part, those policies and strategic plans really focus on new vehicle sales. And this chart really just helps to illustrate how long, if it's a new vehicle policy and strategy, how long the shift will take based on the life cycle of the fleet that exists in the market today. As I said, there's about 339 million vehicles dominated today by petrol and diesel. The internal combustion engine, at least as a standalone powertrain, has nearly peaked already. It'll peak here in the next couple of years based on our forecast. And then the slow shift to electric vehicles and hybrid vehicles will begin to take place. What I find interesting, though, is when you look at the full length of this chart, the hybrid technologies that we're seeing coming into the market today are also expected to peak really in the next 10 to 15 years, maybe 20 years, based on this model. And then they too will recede in favor of plug-in and full battery electric vehicles. In my opinion, this shift in powertrains and propulsion types over the next couple decades is really going to create a strong opportunity for reconditioning and remanufacturing products, as some players may just choose not to get into certain, you know, building new after-sale products for certain propulsion types, because the longevity really, from a macro level standpoint, powertrain lasting for 10 to 15 years really isn't that long. Now, just a moment on this. In my opinion, these shifts from powertrain could actually happen a little faster than forecasted, but it really depends on policy and consumer sentiment. It does seem that, you know, consumer sentiment is strongly right now in favor of zero emissions, and it seems that policy is moving that way. But really, again, the challenge is how do we switch out the fleet very rapidly? I mean, even if every new vehicle sold were an electric vehicle at 20 million vehicles a year, it's going to take almost 20 years to turn over the existing fleet. So
again, there could be upside in how rapidly this change occurs, but we do right now expect that it's going to be a pretty protracted change from internal combustion to full electric. But the change is happening. The evolution is beginning. In the next 5 to 6 years, we will experience the first step in Europe as we see the shift from internal combustion, primarily right now, to mild hybrids and full hybrids. You can see the plug-in hybrid and full electric are growing a little bit, and much attention is given to the fact that electric vehicles have far fewer moving parts. But the decades, I should say, between when BEVs dominate the vehicle fleet and now is going to be a very interesting time period, because there's going to be so many powertrains vying for market share over the next 15 to 20 years. To me, this looks to be setting up to be a tremendous opportunity. The great variety of powertrain offerings will likely drive greater parts proliferation in the spare parts market in the midterm, as each of these distinct powertrains will require their own combination of parts to maintain. I think it's a very favorable situation for remanufacturing and reconditioning parts. As we move towards hybrid and full electric, there's going to be increasing rotating electrical content, increasing number of sensors and controllers, more onboard computers than what we've seen historically, all of which could be good candidates for reconditioning in the long run. Certainly different mix than what we've reconditioned historically, but certainly new opportunities, I believe, will emerge from these variety of powertrains. Again, between now and 2050 does seem like a very long time from an aftermarket perspective, but some of these, like mild hybrid and full hybrid, will have a relatively short window where they gain market share and then begin to decline in the next 20 years or so. So again, that may provide opportunities to, rather than create new capabilities, to recondition and have a circular approach to some of those products for those, especially hybrid vehicles, I think, that may not persist in the population beyond, really the 2050s probably. And this is just, again, showing the powertrain shift as we see it in new sales. It will not be, what's going on here? The shift will not be sudden. As I said earlier, the European population is over 330 million units strong. The mix of vehicles today is dominated by the internal combustion engine. That orange line is internal start-stop. So for most of the 2020s, the real opportunities for replacement and reconditioning will be in things like turbochargers, power steering gears and pumps, ABS units, calipers. You still see engine control modules and wiper motors and things like that. And those will continue on even beyond, obviously, the internal combustion engine, because some of those things will be required. They might be a little different on electric vehicles, but you're still going to need to clear the windscreen, and you're still going to need to control the vehicle. You can see there, we see an inflection point in the mid-2020s where the internal combustion engine comes down and a variety of powertrains start to come in between hybrid full, hybrid mild, very little bit of fuel cell, and electric vehicles. And that is really when we should start seeing a larger portion of effort focused on understanding the hybrids and producing products for hybrids and EVs. Because as you can see, once we get to the mid-2020s, new internal combustion engines are going to be very scarce going forward beyond 2025. But there is some positives here. Hybrids and EVs are typically heavier, and so that added weight of the battery and the additional powertrain components will cause increased stress on things like suspension and wheel ends. Obviously, tires. For reconditioning, tires aren't really a candidate, but the wheel ends and the suspension products. Cooling system, I think thermal management is going to be really interesting going forward, because not only will thermal management be concerned with managing the cockpit of the vehicle, making it comfortable for the drivers and the people riding in the vehicle, but there's also the managing the temperature of the battery on both the hot side and the cool side. So I think there will be opportunities that arise from
the thermal management of electric vehicles for reconditioning products. But in general, I do think that greater diversity is going to create more opportunities for reconditioning and remanufacturing of products. They will be different opportunities that are going to have to be sought out than just what we're historically used to with the products we remanufacture now. But I think there's going to be some tremendous opportunities coming to the European market over the next few decades that will be great candidates for remanufacturing. So with that, just to kind of close the presentation, I think we are entering a period of seismic change in the way our vehicles are powered. I showed you that on several slides. What we've known historically over the past 20 years is going to change significantly in the next 20 years, to the point that those vehicles that we're so familiar with will no longer be a part of the new mix. And I think that will certainly, obviously, you cannot argue that leads to a reduction in the number of moving parts. Electric vehicles have far fewer moving parts than internal combustion vehicles, but that change is going to take a long time to happen. And there's a lot of middle ground where there's going to be a lot of products that are going to need to be reconditioned to keep those vehicles on the road. Another factor, we're seeing evolving technical capabilities. As vehicles become more self-aware and aware of what is around them, there's more technically complex parts that are coming. And some of those technically complex parts, sensors and maybe not relays, but sensors and computers and telematics and all those parts could potentially be an opportunity for remanufacturing as well. So overall, I think with the disparity of technology that's coming, there will be a great appetite as some of the current emerging technologies in ICE and hybrid powertrains may be viewed as an essential bridge technology to the EV future. So traditional manufacturers might not be as interested. Traditional manufacturers of aftermarket parts may be less interested in the ICE and hybrid technologies and the components to maintain those ICE and hybrid vehicles in the midterm. So there may be opportunities for that circular recycling, remanufacturing, reconditioning on those vehicles, as many of the traditional manufacturers will focus a lot of their core competencies. And we're seeing it now in all the publications we see talking about EVs. There's a lot of focus in putting core competencies around the long term of electric vehicles. But in between now and then, there's going to be a long time where we'll see opportunities for needing to maintain vehicles to keep them on the road. And I think the proliferation provides a great opportunity for reconditioners of parts to pull those parts off, recondition them, and then release them back into the fleet. So with that, I believe we may have a little bit of time for Q&A, and I'd be happy to take some questions, Vincent. I'll throw it back to you. But I appreciate, again, the opportunity to be with you guys today. Thanks a lot, Todd, for this very clear and great presentation. So now it's yes, it's a question for question and answer. Do you have any questions? I didn't see a lot of questions, but it was very clear, Todd. Thanks a lot again for this great presentation. And thank you a lot, Brigitte, for your involvement. Thank you. Je demande un peu. Juste une question, je me permets. Est-ce que Todd peut nous donner les parts de marché du Reman aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des éléments chiffrés assez précis là-dessus? Todd, do you have the market share of Reman in the USA? Do you have some figures about this or some informations? We don't directly have figures around remanufacturers in the USA, but I do participate with an organization they're called MIRA. They're the Motor and Equipment Remanufacturing Association. And they would probably have some specific figures, but I do know that there's a pretty substantial remanufacturing footprint in the US, probably very similar to Europe. It focuses on a lot of turbochargers,
brake parts, calipers, and things like that. But they are more and more getting into things like engine control modules and electronics. And I've been attending their webinars most of the past year and a half or so, and that's really where their focus is. I'd say their group is similar in size to this group. There's about 50 or 60 people that regularly get together from 50 or 60 different organizations to talk remanufacturing, but I don't think I could put a dollar amount or a size on it at the moment, but we could certainly try to facilitate getting you some insight on that. Okay, thanks. Jean-François, c'est clair? Donc, oui, donc il n'a pas vraiment d'éléments chiffrés. Il va parler aussi d'une organisation américaine ou éventuellement. Tout à fait, Mirror, je crois. Tout à fait. J'ai une question. As you mentioned, the trend is more and more electronic. Excusez-moi. Yeah. More electronics into the vehicles. Don't you think that will be a blocking point for Reman? Because the electronic value it's more and more important. So for Reman and mechanical things, it's less easier. So I think that goes with the next question. Excuse me. I think it's a new process, and that's much the conversation that when I was on the last Mirror call we were having. There's certainly opportunity for remanufacturing electronics, remanufacturing center stacks. Obviously, remanufacturing electric motors and electric batteries is also an opportunity. That would probably be the most closely tied to a mechanical remanufacturing activity. But that said, I do think there's some concern about remanufacturing batteries in general, because that's a challenging process to do well and to be able to warrant like you'd like to warrant existing reconditioned part. So I think from a mechanical standpoint, there's certainly new capability around batteries and motors that has some challenges. Absolutely, there's new capabilities that need to be developed around remanufacturing electronic components, but I think that it is absolutely a possible thing. And if I were advising, I would certainly advise investigating that, because there's going to be a lot more electronics coming on vehicles. And as that plunge in internal combustion happens, that would be a good place to move, because those are all new categories of parts. Thanks, Todd. A second question is linked to your answer, I guess. Do the Reman of electronic components need a new kind of process? Will be companies have to invest a lot, or just adapt their actual process and skills? I think it's going to be a little of both. I think there's going to be more cost up front in understanding how to reman an ECU, an engine control module, or how to reman a sensor. I think there's obviously a lot of R&D in understanding how that works, what parts are failing on those things, and what the cost would be to remanufacture those products. I mean, some of those, if you're actually getting down into the sensor and working with the microprocessors, I mean, does it involve a clean room? I don't know, a low dust area, that sort of thing. So I think it will be certainly more expensive up front to understand the processes and to set up that capability. And likely the components will cost more to remanufacture, but I don't know that it will be a significant increase or not, beyond obviously the initial investment of building a new capability to reman a new product. Also, I guess for this kind of activity, need test benches and so on. It's not a small invest to do this, but I guess it's the electronic is more and more valuable in the car. It's a big value of the car. It's a big part of the electrical car. It's a very big part of the electrical car. So it's very interesting to reman these devices. But it's a new activity, new processes, and so on. But it's opportunities, I guess. And last question, do you think that behind the circular economy related to the reuse of parts, the sustainability of vehicles itself will become an increasingly important issue? I absolutely do. Looks like Frank asked that.
one of the things I'm wrestling with from a, not even just a remanufacturer standpoint or you know, recycling or circular economy standpoint, one of the things I'm wrestling with is how do we prevent electric vehicles from becoming the next cell phone, where once the battery loses charge and, you know, runs out of juice, people just throw it away and buy a new one. There's multiple problems to that. Number one, the batteries in general probably last, you know, 10 years-ish, maybe a little more, maybe a little less, depending on conditions and driving. But we know that the average age of vehicles is far beyond 10 years of age. So unless we're able to get into maintaining these vehicles and keeping them on the road like an internal combustion vehicle, then yeah, I think the sustainability of the vehicle itself is in question. I mean, probably few of us on the phone that would think twice about getting rid of a cell phone that's battery no longer holds a charge and getting a new one. With vehicles, if we do that, a 1 to 2 ton vehicle is a lot bigger than a little, you know, 8-ounce cell phone. And so I think the sustainability of the vehicle is absolutely a concern to me. For that reason, number one, that's a lot of steel that needs to be reclaimed in a circular sort of economy, so we don't put all that waste into landfills or things like that. But number two, I also think about individuals who can't currently buy vehicles and how much longer that might, or can't currently afford electric vehicles, let's say, and how much that might extend the average age of an internal combustion engine. Because if you're only having 1 or 2 owners on an electric vehicle, you've got a whole segment of the population that buys a used vehicle as a 2nd or 3rd, 4th owner. What are they going to buy? They're going to have to keep those vehicles on the road, which, I mean, that's great news for the remanufacturing community if those internal combustion engines continue to stay on the road, because you guys have that process down to a science. But yeah, you know, long story short, that's a lot of what I'm looking at in the United States, especially, is the longevity of the electric vehicle, the sustainability of the electric vehicle, and what the circular economy around the electric vehicle will look like at the end of the electric vehicle's life cycle. Okay, it was the last question for you. Thanks a lot again, Todd. And you remind me with your American flag and American eagle on your bike. It was the Independence Day, the last Sunday. So, Sunday, yeah. Of course, God bless America. Thank you. And thank you, everybody. Thank you. Bye. Let's go to the next presentation with Geoffroy about les appels à projets, the different calls. Geoffroy, tu as la main? Oui, je vais prendre la main. Donc, maintenant. Voilà, Geoffroy va nous parler des différents appels à projets. Oui. Est-ce que vous voyez bien mon écran? 5 sur 5. Parfait. Oui, donc je vais vous faire un rapide overview des différents appels en cours actuellement. Je voudrais juste rebondir avant sur ce qui a été dit jusqu'à présent. On sent qu'aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est un sujet qui émerge très fortement au niveau de l'industrie automobile et mobilité. On a de plus en plus de projets sur le sujet et qui sont portés pas que par de petites structures. Tous les grands groupes s'y mettent et ont chacun leur projet. Donc on a parlé de Renault Flin, Faurecia a son projet, Valeo travaille sur d'autres sujets également liés aux motorisations. On sent que ce sont des sujets qui sont vraiment tirés actuellement pour plusieurs raisons, je pense. On voit que la contrainte réglementaire se durcit de plus en plus. On prévoit que dans les années qui arrivent, le critère CO2 ne soit plus uniquement calculé sur la durée de vie sur la phase d'utilisation du véhicule, mais sur toute la durée de vie des véhicules. Donc, ce qui inclut les étapes de fabrication, de durée de vie, d'utilisation, et puis de fin de vie.
Et donc dans ce cas-là, le réemploi est évidemment quelque chose de très important, de même que le recyclage. Donc ça, c'est l'aspect réglementaire. Et ensuite, parallèlement à ça, on voit que la demande des clients est de plus en plus forte également pour des objets qui ont un impact environnemental plus faible. Et donc, on voit que les cahiers des charges, notamment des constructeurs, se durcissent de manière très sensible, notamment sur l'incorporation de matières recyclées dans les produits qu'ils achètent. Voilà, donc le pôle de compétitivité NextMove, hein, vous le connaissez, je vais passer rapidement là-dessus. L'idée, c'est vraiment d'aller directement aux dispositifs qui sont ouverts aujourd'hui ou alors qui vont ouvrir très prochainement. Donc le principal qui est le CORAM, donc CORAM ça veut dire Comité d'orientation pour la recherche automobile et mobilité, dont l'objectif est d'accompagner des projets ambitieux pour la filière automobile et qui permettent de structurer une filière industrielle donc autour des sujets automobile et mobilité. Donc c'est un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, donc ça n'est pas un appel à projet. Par contre, ça fonctionne quasiment comme un appel à projet, donc c'est-à-dire que si vous êtes retenu dans le cadre de cet AMI, les financeurs vous flèchent directement vers les dispositifs adaptés. Donc pour tous les projets automobiles et mobilité, il est fortement recommandé de passer par ce dispositif. Donc ça concerne des projets individuels ou collaboratifs, avec des TRL, vous le voyez, qui sont quand même relativement élevés, hein, puisqu'on part de 4 à 6 pour arriver jusqu'à 7 à 9. Alors 9 c'est peut-être un peu exagéré, mais au moins 8, on va jusqu'à des démonstrateurs à l'échelle industrielle, donc des lignes pilotes. Les projets peuvent durer de 36 à 60 mois, il est important qu'ils soient portés par un chef de file industriel. Les critères de sélection sont assez classiques. Oui. Les slides ne défilent pas. On est toujours sur ton slide initial. Ah, d'accord, parce que moi je suis sur le CORAM. Alors, j'ai bien compris, il y a quelques remarques dans le chat. Alors, je vais partager mon écran, ça évitera les... C'est bon, on est bien d'accord. C'est bon, vous l'avez? Oui, très bien. Excuse-moi, Geoffroy. Non, pas de souci, tu as bien fait de me le dire. Donc, les critères de sélection sont assez classiques, hein. L'impact économique, évidemment, donc que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou d'emploi, l'éco-conditionnalité, évidemment, la capacité du porteur à mener à bien le projet. L'opérateur est BPI France au niveau des budgets pour ces projets. Donc on est à partir de 2 millions d'euros pour des projets individuels jusqu'à 4 millions d'euros pour les projets collaboratifs. Les financements donc, se font en subvention et en avance récupérable, avec des taux de financement qui varient entre 30 et 65%. Et vous voyez que le ratio entre subvention et avance récupérable est de 75% maximum, donc 75% maximum de subvention. Et on a un bonus en cas de projet collaboratif. Donc là, on a une clôture le 31 août à midi. Alors ensuite, le projet IDEMO, qui est le successeur en fait de l'appel à projet PSPC, mais sur lequel je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'en fait il est assez similaire à l'appel CORAM. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour tous les projets automobiles et mobilité, il faut passer par l'AMI CORAM qui vous flèche ensuite vers l'appel IDEMO. Donc du coup, je passe à l'appel suivant, qui est le plan de relance pour l'industrie, secteur stratégique, où là, l'objectif, c'est de renforcer la compétitivité et la performance des entreprises de la filière, avec des projets de modernisation, de diversification, de transformation numérique et écologique de l'outil de production. Donc, ce sont plutôt des outils industriels, pour financer l'investissement industriel, même s'il peut y avoir une partie de R&D dans les projets déposés. Les projets peuvent être monopartenaires ou collaboratifs. Il y a une exigence en termes de CA réalisée donc, dans la filière automobile ou aéronautique.
Un budget minimum de 200 000 €, des investissements évidemment qui doivent être réalisés en France et c'est opéré par BPI France. Alors un point d'attention, donc on a une dernière relève qui est prévue le 7 septembre et après il n'y aura plus d'appel sur ce dispositif et c'est l'un des rares aujourd'hui qui permet de financer de l'investissement industriel. Et donc, on a, lorsque l'on sollicite le régime d'aide Covid, une aide qui peut aller jusqu'à 800 000 €, et voire même 1,8 million si l'on dépose jusqu'à 3 projets, puisque c'est 800 000 € par projet, et un plafond d'1,8 million par entreprise. Ensuite, donc un projet un appel à projet, pardon, dédié à l'économie circulaire, mais qui n'est pas tout à fait dans la thématique d'aujourd'hui, mais que je vous présente quand même, qui est plus orienté recyclage, qui s'appelle Orplast, pour Objectif Recyclage Plastique. Donc là, on a 2 volets. On a un volet pour alors c'est plutôt orienté plasturgie. Des plasturgistes qui n'utiliseraient pas encore de matière plastique recyclée, donc pour les aider à passer le cap du recyclé, et puis un autre qui est plus pour pérenniser cette intégration de matière plastique recyclée. Et donc sur ces deux thématiques, on a 2 axes. Donc un axe qui est plus amont sur l'aide au diagnostic et l'étude de faisabilité, qui sera un peu plus, sur lequel le taux d'intervention sera un peu plus élevé, et puis un autre axe qui est l'aide à l'investissement. Et donc cet appel concerne des PME, des ETI ou des grands groupes, et l'opérateur et l'ADEME. Donc dans le cahier des charges, il n'y a pas vraiment de plafond de projet annoncé, ni de plafond de financement. Par contre, dans les statistiques qu'on peut observer, on voit que l'aide moyenne tourne autour de 250 000 €, avec des taux de financement, vous le voyez en fonction des axes, qui varient entre 35 et 70%. Donc ce qui vous donne une idée à peu près des budgets maximum attendus. La date limite, donc c'est un appel qui court jusqu'au 15 septembre 2022, et donc le prochain relevé aura lieu début décembre 2021. Donc, je vous laisserai les slides et vous aurez le lien à chaque fois pour aller voir plus en détail l'appel. Ensuite, un appel qui devrait ouvrir courant du mois d'août, c'est le concours d'innovation Innov. Donc ce sera la vague 8. Donc le concours d'innovation, vous avez toujours deux vagues dans l'année en général, avec des thématiques qui changent par contre d'une vague à l'autre, mais qui sont pérennes d'une année sur l'autre. Donc, alors c'est peut-être pas très clair la manière dont je l'ai dit, mais donc la première vague, on a une thématique mobilité, industrie du futur, donc chaque année. Et sur la deuxième vague, on a cette thématique économie circulaire qui revient. Donc les années précédentes, ça a été le cas, ce sera sans doute le cas cette fois-ci, mais il y a quand même une petite incertitude dessus, il faut le savoir. Donc on a 8 thématiques, dont économie circulaire, ce sont un appel à projet qui concerne les PME au sens communautaire, avec des projets qui durent entre 12 et 36 mois, et l'opérateur pour la partie économie circulaire, donc c'est l'ADEME. BPI France, typiquement, là, dans les 4 sujets que je vous ai listés sur le slide, s'occupe de numérique et de deep tech. En termes de financement, donc les projets doivent se situer entre 600 000 et 5 millions d'euros. Le taux de financement est de 45% pour les petites entreprises et 35% pour les moyennes, avec une aide à 2 tiers en subvention et 1 tiers d'avance récupérable. Et donc le calendrier prévisionnel, mais donc c'est bien sûr du conditionnel. Donc c'est ouverture début août et puis clôture prévisionnelle a priori début octobre 2021. Voilà, donc la phase d'instruction est relativement courte, surtout si le projet fait moins d'1 million d'euros. Et sinon, ça passe à 3 mois pour les projets un peu plus gros. Sachant que sur cet appel, donc, il y a en général une déclinaison en région. Donc en Île-de-France, ça s'appelle InnovUp. Et en région Normandie, Innov Avenir Entreprise. Donc la déclinaison en région en général se fait sur des montants un peu plus faibles.
et il y a parfois un peu moins de concurrents. Donc lorsque c'est possible, on recommande nous plutôt à nos membres de candidater à la déclinaison régionale. Et lorsque le projet est vraiment très ambitieux, d'aller au niveau national. Voilà pour les appels que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Je crois, il y avait une question, une demande de la présentation. Je pense qu'on pourra mettre la présentation dans l'ensemble des présentations qui sont disponibles avec le replay. Oui, bien sûr. Si vous avez des questions pour Geoffroy. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes vos questions aujourd'hui, mais n'hésitez pas à solliciter les équipes du pôle pour avoir plus de détails sur un appel ou un autre. Il faut avoir en tête quand même qu'on va rentrer dans la période de l'été, que là on a des deadlines, des dates de relevé qui sont fixées au 31 août et au 7 septembre, donc il faut anticiper que tout le monde ne sera pas toujours disponible pour vous accompagner pendant cette période. Donc plus on s'y prend tôt et plus on pourra vous apporter un accompagnement de qualité. Très bien, merci beaucoup Geoffroy. Donc nous sommes arrivés à la conclusion de ce webinaire, qui aura duré pratiquement 2 heures, où il y avait entre 35 et 20 participants. Donc je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour ce webinaire. Donc 2 points. Nous ferons probablement une formation autour du design circulaire au mois de septembre. Qu'on pourra vous proposer. Et également, le replay, vous aurez un email avec le replay de ce webinaire et également les présentations qui seront disponibles. Donc, merci à tous les intervenants. Merci donc à Cara aussi. Merci au Pôle Véhicule du Futur. Merci à ID4Car. Merci à Jean-François Nuor, à Egal Maillard, à Pierre Courant, à Todd Campo, à Geoffroy. J'espère que j'oublie personne. Et puis à Brigitte aussi, Brigitte Martin, qui m'a aidé pour l'organisation. Donc merci à tous. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire ou un événement en plénière. Donc merci à tous et puis à bientôt.